Ah bon? Allah, ben c'est bien, là. Donc, je disais que ce sont des cours suivant le nouveau programme. Donc, vous êtes appelés donc l'année prochaine à faire des stages pratiques et d'être en contact des patients. Et dans cette perspective, il est très intéressant en tant que stagiaire, en tant qu'étudiant, de savoir que, en futur médecin, bien sûr, de savoir comment faire des annonces, des diagnostics, hein, les approches, hein, comment. Ça marche pas. Hein. Ah oui. La diapo suivante. Ah oui, voilà. Donc, voilà. Effectivement, comment faire? Parce que la problématique des annonces des diagnostics, les diagnostics évidemment graves, c'est une question d'actualité. Ça a été tout le temps d'actualité, puisque dans les années aussi récentes, les années 70, les années 80, quand il y avait la problématique des grandes pathologies, à savoir les pathologies cancéreuses, on ne savait pas comment s'y prendre avec ces patients-là. Effectivement, puisque vous savez que depuis on avance dans le temps, plus les chiffres augmentent, les statistiques. On parle plus de statistiques. Les histoires de statistiques est très importante pour nous orienter, nous indiquer de l'importance, la prévalence, l'incidence de la pathologie, des grandes pathologies. Et les grandes pathologies qui sont handicapantes. Les grandes pathologies qui sont handicapantes sur le plan social et sur le plan professionnel. Et comment faire pour dire quand une patiente, par exemple, je prends un exemple, vous savez, pourquoi cet exemple-là? Il y a une vingtaine d'années, quand une patiente, par exemple, je prends une jeune patiente qui présente une petite boule, une petite masse au niveau de son sein droit ou son sein gauche, par exemple, et elle va voir un médecin généraliste, un médecin référent, puis ensuite, pourquoi pas gynécologue et tout ce qui s'ensuit, selon les orientations, Et quand elle se présente chez le médecin, bon, là, on lui fait un examen, on la parle, et on lui demande de faire une mammographie ou une radio, et bien sûr une biopsie. Et quand on a le compte rendu de la biopsie, on s'avère qu'il s'agit d'une tumeur. Une tumeur peut être grave maligne. Hypothèse maligne, par exemple. Et dans ce cas-là, comment on faisait? Comment on doit faire? Quel est le comportement? À l'époque, on faisait, bon, parce que peut-être on se disait, parce qu'il y avait un nombre important de consultants, peut-être qu'on n'avait pas les moyens, peut-être qu'on n'avait pas la façon de gérer la question de faire, ben, figurez-vous que parfois on donnait ça ne prendait pas en considération le patient. On lui annonce carrément, madame se présente, voilà, écoutez, par téléphone, parfois même par téléphone, vous imaginez. Moi, il y avait une vingtaine d'années où une patiente avait porté plainte, parce qu'elle devait y aller en vacances, et pour une raison ou pour une autre, elle a fait une consultation avant de partir en vacances, et son médecin qui l'appelle, écoutez madame, je viens d'avoir votre compte rendu, ou bien l'infirmière, soit le médecin ou l'infirmière, elle lui dit, voilà, vous avez une tumeur. Comme ça, elle s'accroche, venez vous présenter, venez dimanche, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. La question qui fait chez la femme qui s'est, avec toutes sa famille, qui s'est préparée à faire, s'est organisée à faire tout un truc, et on lui annonce comme ça, vraiment quelque chose de grave. Une pathologie, une tumeur, ça veut dire que, à l'époque, quand on parlait du tumeur, ça veut dire c'est le décès. Voilà, c'est la fin de soi. Donc, vous imaginez, à cette époque-là, quand on annonce, parfois, ça arrive parce qu'il y a eu des plaintes. Il y a eu beaucoup de plaintes à l'époque. Il y a eu beaucoup de plaintes. Par exemple, même chez nous, dans les couloirs, par exemple. Le médecin oui, j'ai vu votre compte rendu, attention, c'est un peu grave et tout ça. Voyez-vous, donc cette méthode, cette façon d'annoncer les choses était dramatique pour les patients, pour les consultants. Et il y avait un certain nombre de consultants, de patients en l'étranger qui ont porté plainte, atteinte morale.
Ils ont porté plainte pour cette méthode, cette façon d'annoncer. Et c'est vrai, ça a existé. Et puis donc les scientifiques ont commencé, et puis les médecins, les patients et tout le monde, hein, il n'y a pas que ça, à réfléchir sur la méthode d'approche, comment faire, comment approcher, comment l'annoncer. C'est pas aussi évident, parce qu'on a tous, au niveau de la famille, quelqu'un de proche qui peut avoir une pathologie invalidante, chronique, et avec un pronostic sévère, et lui dire que, voilà, il vous reste pas grand-chose pour vivre. Est-ce que vous êtes capable? Comment faire? C'est ça, là. Donc, il y avait une réflexion, et on se disait que l'objectif, c'est de savoir comment se comporter de façon appropriée lors d'une annonce de diagnostic. Dans l'incertitude sur l'efficacité, de parler de l'efficacité d'un traitement, de l'échec d'un projet thérapeutique, hein, et d'un handicap ou d'un événement indésirable associé au choix. Les événements indésirables qu'on peut rencontrer tout au long du projet thérapeutique. Alors, l'introduction, c'est quoi annoncer? C'est de communiquer, c'est de faire savoir, hein, que quelque chose existe ou il va se produire. Ce n'est pas seulement informer, ni même faire comprendre, mais c'est de transmettre quelque chose de complexe et aussi d'élaborer. C'est aussi, les patients ne sont pas nécessairement familiers avec le savoir dont dispose le médecin. C'est annoncer, c'est de cheminer un patient vers la connaissance qui le concerne. Ça veut dire que dans toute cette panoplie de questions, l'information, elle est extrêmement importante. Très, très importante. Informer le patient. Si vous lui dites, effectivement, que vous avez, bien sûr, dans l'approche, elle est toujours progressive. Je vais insister tout à l'heure, comment lancer cette pathologie, c'est surtout, effectivement, c'est d'informer. Informer le patient. De lui dire, effectivement, qu'est-ce qu'il a, même, vous pouvez aller même faire des schémas. Vous pouvez même faire des schémas. Hein. Si vous dites c'est quoi le cancer, c'est quoi une pathologie validante, vous lui dites, voilà, vous schématisez, et ça le rassure beaucoup. Et il peut savoir, puis après, il peut savoir comment il va cheminer son façon de se comporter. Nous entendons aussi pas mal d'égards, si tu m'as dit, dans le pronostic est défavorable. Voilà. C'est qu'un pronostic défavorable, avec un risque fonctionnel important, et peut-être même un risque vital. Ah, il y a des pathologies, maintenant, immunologiques, d'ordre immunologique, où on n'a pas de traitement. Ça va pas, et puis il y a le risque vital, il est là. C'est-à-dire que la personne peut mourir d'ici 20 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. On ne sait pas l'exactitude. Mais ce qui est sûr, qu'il y aura un décès. Voyez-vous, donc quand même c'est extrêmement... Et de le dire au patient, c'est pas aussi évident. C'est pas du tout évident. Donc, et pour laquelle le traitement curatif n'existe pas ou donne des résultats peu satisfaisants. Il faut cependant rappeler que la notion de gravité est une partie relative, dans la mesure où même l'atteinte fonctionnelle n'est pas la même valeur d'un individu alors. Donc, effectivement que la même valeur, chaque cas, quand on parle de prendre en charge d'un patient, à chaque cas sa spécificité. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui répond bien positivement, qui accepte, il y a d'autres qui n'acceptent pas du tout. Il y a une variabilité. Donc, c'est pour cette raison que chaque cas a sa spécificité. Donc, annoncer une maladie grave ou un patient est un acte médical extrêmement difficile à réaliser. Les annonces tout au long des processus d'accompagnement doivent être donc permettre aux professionnels de donner au patient les informations dont il a besoin. J'insiste ça, il a besoin des informations, lui donner toutes les informations possibles. Vous le consultez au niveau de votre cabinet, au niveau de votre service, vous le recevez, vous le rassurez, vous le mettez bien sûr à l'aise, et vous l'écoutez beaucoup, et puis vous lui dites ce qu'il attend de vous, et vous l'informez. Il a besoin, surtout quand je dis information, j'insiste sur l'information. Plus vous donnez de l'information, plus il saura. Effectivement, plus vous faites le déni, vous faites parler du mensonge, ça c'est vraiment des choses à éviter. Vous dites les choses telles qu'elles sont. Et vous parlez du pronostic, et vous parlez des moyens. Ce que la chance que nous avons actuellement en 2020 par rapport à des années 90, les années 80-90, qu'il n'y avait pas les moyens. On ne pouvait pas traiter. Là, ce n'est pas la même,
ce n'était pas le même cancer des années 80 que des années 2020, 2010-2020. Maintenant, on peut traiter. Le pronostic est beaucoup plus favorable. Généralement, on arrive, l'évolution. Donc, on arrive à gérer la question, on arrive à gérer les grandes pathologies handicapantes. Avez-vous donc les moyens quand vous dites à un patient, si vous le dites effectivement que tout ça, nous avons les moyens, nous avons les traitements qu'il faut, tout ça, ça rassure. Ça rassure beaucoup et l'évolution est meilleure. Donc, les annonces tout au long du processus, donc annonces diagnostiques, quelle que soit la manière dont le médecin procède, apprendre au patient qu'il est atteint d'une maladie, ou il est atteint d'une maladie grave, est le plus souvent vécu par le patient de manière très violente. Toutefois, les modalités d'annonce vont pouvoir en partie atténuer cet impact et rendre la situation plus supportable. Elles auront également des conséquences sur la façon dont le patient pourra par la suite appréhender la maladie et les soins. Donc, l'annonce en elle-même, si vous savez, vous avez cette méthode de travail, cette méthode de l'annonce. Je précise d'ailleurs, que il n'est pas donné à tout médecin d'avoir cette possibilité, en fait, cette capacité, je parlais même de cette intelligence, d'informer, de dire et d'annoncer. D'où la nécessité d'ailleurs, depuis les années, on parlait des années 80, où il y avait beaucoup de problématiques d'annonce, et qu'on avait toutes les difficultés de dire à un patient comment annoncer. Il y a eu des créations, des cellules de formation, il y a eu des formations de prise en charge. Donc on a des unités, on a des cabinets de consultation spécialisés dans ce cas-là. Vous allez dans n'importe quel hôpital, je parle en général, quand il y a des unités, des services, où on a souvent des unités de prise en charge des pathologies graves, des unités constituées d'annonces, ce qu'on appelle les unités d'annonce, où il y a des unités des équipes. Une équipe bien formée par un infirmier, faite pour ça, ça a été formé. Donc il a une formation non seulement de relations, d'annonce et de prise en charge. Et vous, donc, psychothérapeutique, vous avez une aide-soignante, une infirmière, l'assistante sociale, rajouter à cela le médecin et le spécialiste en lui-même. Donc toute une équipe et bien sûr le psychologue. Le psychologue est dans l'appareil important. Vous avez toute cette équipe-là qui est toujours là, rattachée à un service donné, des grandes pathologies cancéreuses, les neurologies, pas un service de neurologie où il y a des pathologies invalidantes, et bien sûr immunologique et tout ce qui s'ensuit. Et cette équipe-là, elle est là tout le temps, donc elle est formée pour gérer, quand on fait par exemple, comme j'avais dit tout à l'heure, un problème de biopsie, un problème de cancer du sein. Vous imaginez quand une jeune fille de 19 ans, de 20 ans, vous lui dites, à l'époque, on lui disait, ça y est, c'est l'ablation, on vous fait l'ablation. Imaginez-vous, c'est un choc violent. Vous ne pouvez pas comprendre, c'est extrêmement difficile pour la fille de comprendre et puis de se projeter dans l'avenir avec un seul sein. Donc, voyez-vous, donc on a fait des unités pour essayer, avec cette équipe-là, pluridisciplinaire, et là, pour traiter ces questions-là. Donc, à chaque fois quand il y a des diagnostics, ça peut être des prélèvements, ça peut être des radios, ça peut être des examens, tous les examens complémentaires dans lesquels on trouve qu'il y a une pathologie invalidante grave, on oriente carrément dans cette structure, cette cellule qui prend en charge effectivement et qui essaye de prendre en charge ces patients-là et de leur annoncer cette pathologie. Voyez-vous, donc si vous voulez, ces moyens-là utilisés actuellement sont des moyens qui ont donné beaucoup de résultats, très efficaces. Bien sûr, il reste beaucoup de choses, ça évolue, mais on sait que on a eu beaucoup moins de problèmes de personnes qui ont eu des stress si vous voulez, des chocs émotionnels. Vous savez, quand vous annoncez, non seulement il a une pathologie grave, et en plus, il y a ce qu'on appelle un choc traumatique, post-traumatique. Voilà, un petit peu. Et gérer, vous avez deux pathologies à prendre en charge. Voyez-vous, donc c'est un petit peu très complexe. Nous examinerons comme cette information peut être délivrée de manière appropriée. Alors, comment se fait le déroulement de la consultation?
d'annonce. Alors, l'annonce d'une maladie grave est un acte médical important et également très délicat, dont l'impact émotionnel sur le patient peut être très considérable. Très considérable. Surtout les chocs émotionnels. L'effondrement de la patiente, comme vous lui annoncez, il y a des types de personnalités, hein, qui peuvent être passives, qui peuvent être très sensibles, et qui acceptent très mal cette annonce-là. Elle peut, vous savez, vous allez recevoir devant vous, vous lui annoncez terre, ça arrive. Il y a d'autres qui supportent, qui sont plus résistants. Donc l'impact, émotionnel sur le patient peut être très considérable. Pour des raisons humaines, bien sûr, pour des raisons également éthiques, hein, le médecin doit donc lui accorder une attention très particulière et ne jamais la banaliser, jamais banaliser. Donc on revient de terme, l'annonce ne peut jamais être banalisée. Donc toujours donner de l'attention, de l'écoute, donner suffisamment du temps. Ok? En outre, le déroulement de cette consultation n'est pas sans effet sur la manière dont le patient apprendra ultérieurement la maladie et les soins. Donc le temps de l'annonce, la durée, la manière, la façon, aura un impact sur la personne, sur le développement de la personne, sur la manière dans laquelle il va gérer sa maladie. Il va gérer, si je gère, il accepte ou il n'accepte pas, ou est-ce qu'il va prendre son traitement ou non. La compliance thérapeutique. Et si vous lui annoncez tout de suite, vous lui dites voilà, il dit le canard là, ma pralé walo, on kimme l'aléa. Non, moto khlas. Et oui. Et si vous allez تقولوا له واش تحبي تقولي له تشرب الدواء ولا دير هذا يقول لك je n'ai rien à cirer de traitement تاعك. Mais par contre, si vous avez une autre approche, vous allez le convaincre, vous allez le rassurer, le convaincre, là il va commencer à se dire oui, j'ai un peu d'espoir. Oui, je peux résister, c'est bon. Je vais suivre ce que dit le médecin. J'ai confiance à ce médecin-là. Voyez-vous, en route, le déroulement donc, de cette consultation n'est pas sans effet dans la manière dont le patient appréhendera ultérieurement la maladie et les soins. Alors, d'une part, la manière dont l'annonce scientifique va avoir une influence sur le contenu des représentations que le patient élabore au sujet de sa maladie, d'une part, et le moment de l'annonce est une des étapes clés de la construction du lien avec le patient. Le moment de l'annonce est vraiment le moment, c'est là, c'est le déclic si vous voulez, c'est là où on peut, si vous faites une annonce progressive, surtout ça, j'insiste, progressivement, vous donnez suffisamment du temps pour annoncer vous annoncer le diagnostic, et vous saurez qu'effectivement le patient va adhérer à votre démarche. Alors, l'annonce doit s'adapter à chaque patient. Chaque patient a sa spécificité en prenant en considération ses caractéristiques individuelles, c'est-à-dire les traits de la personnalité, les caractères, les traits, le tempérament, la structure psychique, le mécanisme de défense. Ça veut dire tout en faisant une discussion, le dialogue entre vous et votre patient, vous essayez de cerner un petit peu, bien sûr en prenant l'histoire de la personne, la biographie, l'histoire, la situation affective, est-ce que cette personne a vécu un vécu affectif traumatisant ou non, familial, le mode de vie, comment elle vit, comment elle a vécu sa vie, est-ce qu'il a eu des représentations de la maladie, est-ce qu'il y a eu des maladies auparavant, est-ce qu'il a eu des maladies graves ou non graves, comment il a traité ces maladies, donc l'environnement, comment est-ce qu'il vit dans un environnement social, structuré, adapté, moyen, mauvais ou bon, tout ça nous oriente, tout ça nous aide. Toutes ces structures-là, tout ce que nous appelons les conseils, les caractéristiques, ou tout simplement est-ce que c'est un catholique, musulman, juif, tout ce que vous en toutes les religions, sa façon de dialoguer, ses pensées philosophiques, tout ça, nous avons tous besoin de ces traits-là. Quand on passe notre temps, c'est pour ça quand on fait l'annonce, quand on fait un premier entretien, on demande un deuxième, un troisième, un quatrième entretien, pour nous permettre de repérer, d'avoir tous les éléments de notre possession, pour nous permettre si vous voulez, de faire sortir les caractéristiques, de cerner la personne. Est-ce qu'elle est prête pour qu'on lui annonce ou non?
Est-ce que la personne elle est sensible? Est-ce que, en voyant ces mécanismes de défense, est-ce qu'elle peut supporter l'annonce? Est-ce que c'est bon? Voyez-vous, ça nous permet à nous de suivre un petit peu, de voir un petit peu la personne, la structure, le fonctionnement, si vous voulez, mental de la personne. OK? Et si à partir de là, en faisant tout ça, ces traits-là, donc en ayant tous ces éléments-là, OK? Ça nous permet effectivement et de donner, de dire que, en fonction de vous, en fonction de ce que vous ressentez, l'empathie, c'est-à-dire comment fonctionne cette personne, que vous pouvez progressivement dire et annoncer le diagnostic. Bien sûr, le diagnostic doit également répondre à un certain nombre de règles générales. Il n'existe pas de manière idéale d'annoncer une maladie grave. Néanmoins, il est indispensable au minimum de connaître le patient et son dossier. Donc, connaître, j'avais dit, la biographie, l'histoire, les antécédents, et tout ce qui s'ensuit, et bien sûr son dossier, avoir son dossier et mentionner tout son dossier, et de savoir ce qu'il sait de la maladie, hein, de l'informer, est-ce qu'il connaît la maladie, telle maladie, quelle représente cette pathologie dans son état actuel, quand vous l'avez reçu, de son parcours de soins, de ce qu'il veut savoir, toutes ces informations quand vous lui annoncez, quand vous lui dites qu'il y a cette maladie, qu'est-ce que vous en pensez, comment vous pouvez, quelle est votre projection dans l'avenir, est-ce qu'il veut avoir plus d'informations, et de ce fait, l'annonce donc elle doit, s'il a suffisamment d'éléments d'information, s'il le connaît bien la pathologie, s'il est prêt, s'il vous dit si la réponse TAO elle est progressive, oui, vous pouvez effectivement annoncer. Si vous pensez que effectivement il n'a pas suffisamment d'informations, qu'il est hésitant, qu'il est un petit peu la mimique TAO, elle est anxieuse et tout ça, vous pouvez retarder, vous donnez suffisamment du temps. Hein, vous pouvez retarder l'annonce, ok? Il convient de proposer un accompagnement par une personne de confiance, hein, et d'assurer un suivi. Dans ce cas-là, bien sûr, il est toujours indiqué, conseillé, qu'il y ait toujours quelqu'un, un proche, bien sûr, pour laquelle, bien sûr, il peut vous proposer, le patient peut proposer quelqu'un avec qui il s'entend, avec qui il a le transfert, la communication. Le père, la mère, l'enfant, un oncle, une amie, un ami, un copain, tout ça. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un avec qui il a confiance. Ça lui permet donc d'être rassuré. Les modalités de l'annonce, ce sont les informations portent sur le diagnostic, bien sûr. Parler du diagnostic en lui-même, le traitement avec ses bénéfices et ses risques. Hein, quand vous annoncez, vous parlez du diagnostic. J'avais dit quand on annonce un diagnostic, il est très intéressant parce que j'avais toujours insisté parce qu'il y a des personnes, pratiquement vous pouvez avoir des personnes d'un niveau intellectuel correct, élevé, et puis il y a d'autres peut-être qui ne comprennent pas, qui comprennent difficilement. Là, c'est toujours, vous pouvez faire des schémas, par exemple, schématiser la chose, voilà comment c'est produit, c'est quoi le cancer, ou bien c'est quoi une maladie immunologique grave, invalidante. Donner des choses simples, claires et précises, d'où ça vient, pourquoi la cellule s'est transformée, et comment. Plus vous lui parlez de cette pathologie de maladie, vous lui faites qu'inculquer d'où ça provient, quelles sont leurs causes, plus ça rassure. Il comprendra mieux, il acceptera mieux. Puis, parler du traitement. Voilà, on va vous traiter, on va vous donner la chimiothérapie. Voilà comment ça va se passer. Vous allez lui parler, vous aurez une infirmière, dans un lit, on va vous ramener, on va vous faire une perfusion. La perfusion, elle est très facile. On va vous piquer sur la veine. Vous voyez, quand on lui informe ça, et vous allez rester pendant 1 heure, 2 heures, par exemple, 1 heure, on vous fait passer le produit. Tout ça, quand vous vous informez, vous lui dites tout ça, il sait de ce qu'il attend. Il sait que c'est pas aussi sorcier, c'est pas aussi difficile, et que le produit, vous allez rien sentir, et qu'au contraire, ça va vous serez on va vous rajouter un anxiolytique, par exemple. On va vous rajouter un produit, d'accord? Donc ça rassure. Hein, ça donne ces informations. C'est vrai aussi banal. Vous pensez que, parce que ce sont des gestes qui sont effectués par les infirmières, hein, les infirmiers, tout ça, parce qu'ils le font d'habitude, ils le connaissent, mais le patient ne connaît pas du tout ça. Ne connaît ça. Puis, à savoir quand vous l'informez, vous lui dites comment ça va se passer, vous lui donnez la durée, les effets. Parfois, dans 1 semaine, vous allez avoir une petite chute de cheveux, par exemple. Ne vous inquiétez pas, c'est normal.
C'est important. Voyez-vous, quand vous allez lui dire peut-être qu'il y aura une petite coloration de la peau, mais c'est rien, ça va passer, c'est passager, ce sont les effets du traitement. Et tout ça, quand vous informez le patient, là, quand il va arriver, par exemple, dans une semaine, il cible et qu'il y a, puis tu vas, ah oui, mon médecin mais c'est rien, c'est pas aussi. Ça, c'est réconfortant. Parce que si كي كيما الزمان ديالو كيما حنايا chez nous نحكموا نديروا لا شيميو لا راديو ما نرميوها. C'est ça. Il ne sait pas, mal à balouche. Et là, vous allez le compliquer. Si vous allez trouver dans une semaine, toute semaine, déprimé, triste. قاعد لي هكذايا alors la mimique تاعو ما على بالوش واش قال لي طبيب ما على باليش واش قال لي لوغول كيفاش نروح ندير comment je vais faire شحال نستنى. Et c'est tout, c'est des facteurs stressants, angoissants. Ce sont des facteurs très angoissants pour le patient. Qui non seulement il est là pour se traiter, mais c'est le machakil. Donc il est tout le temps mqallaq. Il ne sait pas. Mais quand vous l'informez, vous lui dites, vous lui annoncez, vous le préparez, vous dites dans un mois, vous allez avoir des trucs, vous allez avoir des constipations, vous allez avoir quelques douleurs, et ça fait partie du traitement. Mais c'est bénéfique. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous avons arrêté le processus. Parce que dans un mois, on va recevoir dans 2 mois, on dit, ça va, la radio ta'ayani choufha, par rapport à le premier G0, à G30, G60, il y a une évolution, ça va, on a un petit peu arrêté le processus. Et ça, c'est important. Et vous l'annoncez, vous lui dites, vous suivez, vous l'annoncez au patient, il est rassuré. Il a une éducation thérapeutique. C'est-à-dire non seulement il a suivi, non seulement il a été bien reçu, on lui a bien lancé la diagnostic, mais aussi c'est sûr qu'on l'a suivi. On a suivi le processus, donc l'évolution. Donc, et là il accepte beaucoup mieux et il est rassuré. Au G13, G60, il chauffe qu'il y a quelque chose de bien. Hein. On voit les choses évoluer, ça va. Je suis rassuré et je suis bien mentalement. C'est important. Très important mentalement, je suis rassuré, je suis bien stable. Donc, parler du diagnostic, du traitement, du pronostic. Le pronostic, il faut dire, même si c'est 2-3%, même si c'est 2-3%, tiens, c'est 3%, mais c'est toujours bien. Ah, on a une année. Ah, ça va. On est cheveux, bien, bien habillé, souriant, adapté, toujours l'horreur, dynamique. Ça fait plaisir. Ah, on le voit d'ici 2 ans, c'est la même chose. Alors qu'on disait il y a 2 ans de ça, le pronostic il est à 2-3%. On est à 2 ans. 2 ans de vie, alors on est naqzi, on est de la famille. Je fais du sport. On est de sport, on est des loisirs, je vois l'horreur. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est rassurant, ça nous fait plaisir en tant que thérapeute, en tant que médecin, et ça nous fait plaisir de voir aussi nos patients qui sont là, qui sont des bons vies, et qui s'adaptent, et qui arrivent, qui tiennent le coup, et qui suivent le traitement taham. Et c'est ça, l'objectif, en fin de compte, c'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est que ces patients-là vont se porter bien, et qui viennent, ils disent merci, yatik saha ya tabib, et qui disent yatik saha ya tabib, la yatik saha, même si le traitement n'a rien donné, même si on savait que le traitement, mais ce soutien-là, l'évolution, le fait de le suivre, le fait de dire que ça rassure énormément. Vous, même vous-même, vous-même, vous allez être, vous dites, pour une fois, je suis content sur le jour de la journée, le patient il est content. Voyez-vous, donc, on parle de procès et on parle de soutien. Et ce soutien-là, il n'y a pas que le patient, il n'y a pas que le médecin, il y a le psychologue, on le met à disposition de toute une équipe pluridisciplinaire qui va l'accompagner. Et ensuite, la famille. La famille, c'est très important. Donc parler à la famille, informer aussi les amis proches, leur parler de comment il va se comporter, parce que tout simplement la famille va venir vous dire, mais fais un touche, des fois des fois des fois des fois, et c'est des choses qui vont arriver, et c'est là le rôle de psychologue et de psychothérapeute d'expliquer un petit peu, psychanalyste, parfois même des psychanalystes, d'expliquer un petit peu les réactions négatives de ces patients-là. Et c'est qui fait partie le processus de l'évolution. Alors, les conditions de l'annonce, le cadre doit être lieu approprié, très cadre. Ah, monsieur, Djibour des urgences, n'importe sur un banc, là, sur le couloir, et vous lui dites, non, c'est pas ça. Donc, il faut bien sûr, être très agréable, très à l'écoute,
Donc, vous la ramenez dans une chambre de consultation très calme, hein, très appropriée, hein, où il n'y a pas d'affaires. Le temps, lui donner suffisamment de temps, doit être préparé au préalable. Il faut prendre suffisamment, je dis, progressivement et suffisamment de temps. J'insiste sur ça. Et les informations doivent être révélées d'une manière progressive, bien sûr, de façon, la manière la moins traumatisante. Ah, il faut savoir donner les mots, doivent être très simples, très adaptés. Et bien sûr, quand je dis simple, ça veut dire que compréhensible, qu'il comprend. Très simple, des choses pour lesquelles toute personne peut les comprendre. L'information doit être interactive, c'est-à-dire qu'il y a un échange entre le patient et le médecin. Les mots utilisés par le patient sont repris. Les termes sont répétés et expliqués. À chaque fois, on explique tout le temps. Informer, explication. Il ne faut pas chercher tout à dire au cours du même entretien. Il faut hésiter, donc il faut essayer de revoir le patient. À chaque fois quand on revoit, on décèle des choses et on informe. Donc, voilà, écoutez, beau l'attitude empathique, c'est de comprendre comment fonctionne, comment elle raisonne de son jugement. Le fonctionnement de la personne, c'est d'écouter, de l'accorder du temps pour s'exprimer, demander s'il y a des questions, toujours demander s'il y a des questions, et voir les réactions. Quelles sont les réactions? Les réactions généralement qu'on peut avoir ces patients, c'est le déni, c'est l'effondrement et l'agressivité. Soit il va s'effondrer, soit le déni, c'est comme si qu'il n'est pas malade. Ah, il se met dans cette représentation de déni. Et ce qui ne consiste pas, il m'invite. Donc, il s'assurer à la suite de l'entretien comment il va rentrer chez lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'accompagner? Est-ce qu'il y a quelqu'un chez lui? Est-ce qu'il a un bon entourage? C'est important. La suite, là, quand il rentre chez lui, ok? Alors, il faut bien sûr, dans ces cas-là, éviter absolument les mensonges, la banalisation. Quand il vient chez vous, vous dites c'est rien, c'est des choses, parce que c'est passager, il faut éviter tout ça. Il faut éviter la fuite, hein, l'évitement, les fausses réassurances, les refuges et surtout l'identification massive aux patients. Tout ça, c'est à éviter absolument. Donc, voilà, en conclusion, bien sûr, l'annonce d'une maladie grave est un événement majeur et souvent très très douloureux pour le patient. Dans ces situations, le rôle du médecin ne peut pas se réduire à la formation brute d'un diagnostic, pas le diagnostic, il s'agit pour le médecin d'accompagner son patient progressivement, j'insiste sur le thème de progressivité, dans la découverte des informations concernant la maladie. Donc, progressivement, les informer, et de se donner du temps, ok? Et surtout, bien sûr, en tenant compte des réactions, en tout en étudiant les aspects psychologiques, caractéristiques psychologiques de la personnalité. C'est-à-dire pour voir un petit peu sa réaction émotionnelle. Est-ce que tu peux être personne qui est prête à recevoir l'annonce ou non? Bien sûr, voilà un petit peu, voilà en général, c'est pas aussi facile, mais il y a des formations pour cela. Mais il faut se donner. Hein. On apprend toujours avec le temps. Les annonces sont pas faciles. Les cas sont très variables. C'est-à-dire, on peut avoir d'une patient à un autre, mais avec le temps et l'expérience. Hein. Et la formation. Je suis sûr sur la formation. Et voilà. Donc, s'il y a des questions ou il n'y a pas d'autres, si vous avez, voilà en général, comment prendre en charge ces questions-là. Et je vous remercie. Ça va?